Коммунистическую рабочую партию, созданную после запрета Коммунистической партии Советского Союза 23 января 1991 года на учредительном съезде коммунистов России. Основой нашей партии стали коммунисты, создавшие в 90-м году внутри КПСС движение коммунистической инициативы. Как течение коммунистов, борющихся с Горбачевым и Горбачевщиной, правым уклоном, продолжающим начатое после смерти товарища Сталина при Хрущеве сползание КПСС вправо, с марксистских позиций на позиции так называемого здравого смысла. По сути, этот правый уклон, отказ от признания передовой роли рабочего класса, диктатуры пролетариата, по теории научного коммунизма в целом. Je représente le Parti communiste ouvrier russe, créé après l'interdiction du Parti communiste de l'Union soviétique le 23 novembre 1991 au congrès fondateur des communistes de la Russie. La base de notre parti est constituée par les communistes qui ont créé en 90, à l'intérieur du PQS, le mouvement de l'initiative communiste, comme mouvement des communistes luttant contre Gorbatchev et ses idées, qui sont une déviation de droite. Le début du glissement du PQS à droite, des positions marxistes sur les positions du soi-disant bon sens, avait commencé après la mort de Staline sous Khrouchtchev. En réalité, ce n'est pas autre chose qu'une déviation de droite, c'est-à-dire le renoncement de la reconnaissance du rôle de l'avant-garde de la classe ouvrière, de la dictature du prolétariat, de la théorie du communisme scientifique au sens général. При Горбачеве эта линия переросла в официальный курс на рынок, то есть на капитализм. Можно сказать, что СССР пришел к капитализму с красным знаменем под руководством КПСС. На 28-м съезде партии последний Горбачевский представитель движения коммунистической инициативы Тюлькин, ныне первый секретарь Центрального комитета РКП, выступил с заявлением меньшинства, в котором мы предупреждали партию и народ, что лечение социализма капитализмом приведет не к улучшению жизни народа, а к тяжелым бедствиям. А сама КПСС этого удара не выдержит, так как не может партия, называющая себя коммунистической, вести политику ухудшения жизни народа. За это заявление проголосовали 1259 делегатов съезда, то есть треть участников съезда. Sous Gorbatchev, cette ligne s'est orientée officiellement vers le marché, c'est-à-dire vers le capitalisme. On peut dire que l'URSS est venue au capitalisme avec le drapeau rouge sous la direction du PQS. Lors du 20e congrès du PQS, le dernier, celui de Gorbatchev, le représentant de l'initiative communiste, M. Tulkin, aujourd'hui premier secrétaire du comité central du PCOR, a exposé la déclaration de la minorité, dans laquelle nous avons prévenu le parti et le peuple que le fait de guérir le socialisme par le capitalisme amènera non pas l'amélioration de la vie du peuple, mais des conséquences graves, et que le PQS lui-même ne supportera pas ce coup, puisque le parti qui se nomme communiste ne peut mener une politique d'appauvrissement du peuple. 1259 délégués du Congrès, c'est-à-dire un tiers qui a participé au vote, a voté pour cette déclaration. Создавая в 1991 году Российскую коммунистическую рабочую партию, мы подчеркнули название партии рабочая, коммунистическая, тем самым показывая, что основная беда КПСС – перерождение и отказ от выражения интересов рабочего класса. Мы исходили из того, что главный признак коммунизма – научность. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, говорил Ленин. Поэтому относиться к нему надо как к науке. Пока коммунистическое движение разберется в теории и преодолеет болезнь оппортунизма и ревизионизма, рассчитывать на победу не приходится. En créant en 1991 le Parti communiste ouvrier russe, nous avons souligné dans la dénomination du Parti communiste le terme ouvrier, signifiant ainsi que le malheur principal du PQS était la transformation et le refus d'exprimer les intérêts de la classe ouvrière. Nous sommes partis du principe que la caractéristique principale du communisme est sa base scientifique. L'étude de Marx est toute puissante puisqu'elle est juste, disait Lénine. Il faut donc la traiter comme une science. Tant que le mouvement communiste ne comprendra pas la théorie, ne surmontera pas les maladies de l'opportunisme et du révisionnisme, nous ne pourrons pas prétendre à la victoire.
Российская коммунистическая рабочая партия исходит из того, что из манифеста коммунистической партии вытекает ближайшая цель коммунистов, сформулированная в самом общем виде так: формирование пролетариата, класс, исправление господства людей, завоевание пролетариата политической власти. Le PECOR part du postulat que le manifeste du Parti communiste fixe l'objectif immédiat des communistes en ces termes: formation du prolétariat comme classe, élimination de la domination de la bourgeoisie, prise du pouvoir politique par le prolétariat. Поэтому задача организации пролетариата, борющийся класс, является нашей задачей минимум. Речь идет об организации полномасштабной классовой борьбы во всех ее формах: теоретической, политической, экономической, в том числе и в обязательном порядке необходима организация экономической борьбы сегодня. Определяющие цели, не отговариваясь с тем, что это якобы уклон в экономизм, реформизм и прочее. Эта задача прописана манифестом Компартии, в котором сказано, что коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса. Но в то же время они всегда видят перспективу, отставят будущее движение, то есть коммунизм. Про концовку этой фразы большинство партий помнит, по крайней мере на словах все за коммунизм, или хотя бы за коммунистический выбор, как у Горбачева. А вот про то, что нужно организовывать борьбу за ближайшие цели, организовывать политическую борьбу сегодня, повседневно, об этом помнят далеко не все. Мы подчеркиваем, что задачей дня является состояние коммунистов в повседневной жизни трудовых масс, вовлечение самих трудящихся в классовую борьбу. C'est pourquoi l'objectif de l'organisation du prolétariat comme classe qui lutte est notre programme minimum. Il s'agit de l'organisation de la lutte des classes à tous les niveaux et sous toutes les formes, théoriques, politiques, économiques, y compris et obligatoirement sur l'organisation de la lutte économique aujourd'hui. La lutte économique, avec les objectifs immédiats, est tout aussi importante, sans pour autant évoquer le prétexte d'une déviation vers l'économisme, le réformisme, etc. Cet objectif est inscrit dans le manifeste du Parti communiste, qui dit que les communistes luttent pour des objectifs immédiats et les intérêts de la classe ouvrière, mais en même temps voient toujours la perspective, lutte pour l'avenir du mouvement, c'est-à-dire le communisme. La fin de cette phrase, la majorité des partis s'en souviennent, du moins dans les paroles. Tout le monde est pour le communisme, ou du moins pour l'alternative communiste, comme chez Gorbatchev. Alors que tout le monde ne se rappelle pas qu'il faut organiser la lutte avec des objectifs immédiats, organiser la lutte pratique aujourd'hui, la lutte de tous les jours. Nous soulignons que l'objectif à l'ordre du jour, c'est la fusion des communistes avec la vie de tous les jours des masses laborieuses, pour attirer les ouvriers dans la lutte des classes. Поэтому КП сегодня занимается организацией борьбы рабочего класса в России через тактику создания широкого фронта классовых сил. Мы создали Российский объединенный трудовой фронт, в который вошла наша партия, левые, молодежные организации и классовые рабочие профсоюзы. C'est pourquoi le PCER organise la lutte de la classe ouvrière de la Russie à travers la tactique de la création d'un large front des forces de classe, via le Front russe uni des travailleurs, qu'on a appelé Rotfront. En font partie le PCER, les forces de gauche, les organisations de jeunesse, les syndicats ouvriers de classe. Я говорю, мы создали в 2010 году и пытались ее зарегистрировать. Нам наша власть 7 раз отказывала в регистрации этой партии политической «Ротфронт», как фронта борьбы трудящихся за свои права. И только с 8-го раза нас зарегистрировали, но тем не менее мы считаем, что «Ротфронт» это не просто организация... 10. À partir de 1910, ils ont essayé à 7 reprises et sans succès d'enregistrer officiellement cet organisme. C'est possible parce que je me dis que c'est un parti social-démocrate. Et c'est seulement la 8e fois Tu peux filmer pour toi si tu veux. Sinon on te le prend, mais tu arrêtes de filmer. Для Минюста мы считаемся политической партией, чтобы могли участвовать в выборах. Но вообще мы создали его как широкий фронт борьбы трудящихся за свержение этой власти.
nous Nous, on avons va mettre des décidé films, de on va mettre des réunir films un sur large le groupe de site, tous les tu travailleurs montres pour la caméra. Je ne l'utilise pas, juste plein de... Ну а теперь вернемся к нашей истории. Tu История краха Второго интернационала и судьба КПСС подтверждает смертельную опасность болезни оппортунизма. Так, почти 100 лет назад подавляющее большинство партий Второго интернационала выступили в поддержку Первой мировой войны, начавшейся 1 августа 2014 года. Германские социалисты, долгие годы бывшие передовой партии Второго интернационала, голосовали в парламенте за представление военных кредитов правительству. Социалисты Франции, Англии и Бельгии не только голосовали за военные кредиты, но и вошли в состав правительства. В России меньшевистская фракция сначала проголосовала против военных кредитов, затем поддержала буржуазный лозунг обороны Отечества. La deuxième internationale et le destin du PQS confirment le danger mortel de la maladie de l'opportunisme. Ainsi, il y a presque 100 ans, la majorité des partis de la deuxième internationale se sont prononcés pour le soutien de la Première Guerre mondiale, qui avait commencé le 1er août 1914. Les socialistes allemands, qui sont restés pendant de longues années un parti d'avant-garde de la deuxième internationale, ont voté au Parlement pour l'octroi des crédits militaires au gouvernement. Les socialistes français, anglais et belges ont non seulement voté pour les crédits militaires, mais aussi intégré le gouvernement. En Russie, la fraction menchevique a d'abord voté contre les crédits militaires, mais par la suite a soutenu le slogan bourgeois sur la défense de la patrie. Второй интернационал потерпел крах и распался. Социалисты стран Антанты в 2015 году на конференции в Лондоне, а социалисты германского блока на конференции в Вене одобрили защиту своего буржуазного отечества. Это было открытым предательством интересов рабочего класса, прямой изменой социализму. Чем же объяснить, что соцпартии изменили социализм? La deuxième internationale a subi un échec. Les socialistes des pays de l'entente, d'abord en 1915 à la conférence de Londres, ensuite les socialistes du bloc allemand à la conférence de Vienne, ont approuvé la défense de leur propre gouvernement bourgeois. C'était la trahison ouverte des intérêts de la classe ouvrière, la trahison directe du socialisme. Comment expliquer que les partis socialistes ont trahi le socialisme? Ограбление колоний дало возможность монополистам делиться частью своих прибылей и большими группами трудящихся. В течение десятилетий в ряде капиталистических стран выделилась рабочая аристократия, чиновники легальных профсоюзов, социал-демократические парламентарии и аппарат их обслуживающих. Представители этих групп настаивали на сотрудничестве классов, отвергали классовую борьбу. Они отказывались от революционных средств борьбы и помогали своей буржуазии, своему правительству. Так во Втором интернационале образовалось течение буржуазных оппортунистов. Le pillage des colonies a donné la possibilité aux monopolistes de partager une infime partie de leur richesse avec quelques petits groupes de travailleurs. Durant quelques décennies, dans un certain nombre de pays capitalistes, une aristocratie ouvrière a vu le jour. Les fonctionnaires des syndicats légaux, les parlementaires sociaux-démocrates, ainsi que l'appareil qui gravite autour. Les représentants de ces groupes ont insisté sur la collaboration de classe, ont refusé la lutte des classes et refusé les moyens révolutionnaires de la lutte et ont aidé leur propre bourgeoisie, leur propre gouvernement. C'est ainsi que s'est formé, au sein de la deuxième internationale, le courant des opportunistes petits bourgeois. Большевики во главе с Лениным решительно выступали против оппортунистов на международных конференциях Второго интернационала, сплачивая в этой борьбе левые элементы. Ленин не раз предупреждал, что лидеры социал-демократии только на словах признают борьбу с оппортунизмом, что на деле они перейдут на сторону буржуазии. Les bolcheviks, avec Lénine en tête, se sont résolument prononcés contre les opportunistes au congrès internationaux de la deuxième internationale, en unissant dans cette lutte les éléments de gauche. Lénine a prévenu à plusieurs reprises que les leaders de la social-démocratie ne reconnaissent qu'en parole la lutte contre l'opportunisme, mais dans les faits, ils passeront du côté de la bourgeoisie. Голосование социал-демократов в парламентах за кредиты на войну и вступление социалистов ряда стран правительства означали открытое классовое сотрудничество этих партий и политической буржуазии, поддержку своих правительств в Георгиевской войне. Тайный блок оппортунистов буржуазии превратился во время войны в открытый союз. Оппортунизм перерос в шовинизм, прямую измену интернациональным принципам, открытую поддержку буржуазии. Социал-шовинисты призывали рабочих защищать буржуазное отечество, отравливали рабочих своей страны, убивать рабочих чужих стран.
le vote des sociodémocrates dans les parlements pour les crédits à la guerre et l'entrée des socialistes de tout un tas de pays dans les gouvernements signifiait la collaboration de classe ouverte de ces partis avec la bourgeoisie impérialiste, le soutien de leurs gouvernements respectifs dans leur guerre, dont l'objectif premier est le pillage. Le bloc secret des opportunistes avec la bourgeoisie s'est transformé pendant la guerre en alliance ouverte. L'opportunisme s'est transformé en chauvinisme, dans la trahison directe des principes de l'internationalisme, dans le soutien ouvert de la bourgeoisie. Les sociaux-chauvinistes ont appelé les ouvriers à défendre la patrie bourgeoise, à tuer les ouvriers d'autres pays. Кроме правого крыла, открыто защищавшей буржуазию, во всех партиях второго интернационала формировалась другая форма оппортунизма – центристское течение, которое представляли Каутский, Троцкий, Мартов. Центристы выступали за оставление открытых оппортунистов партии, тем самым сохраняя союз с буржуазией. Ленин считал центристов во 100 раз вреднее и опаснее для рабочего движения, чем открытых оппортунистов, поскольку они прикрывали свою измену рабочим левыми фразами. Троцкий выдвинул лозунг «Не побед, не поражение», то есть сохранение союза. Outre l'aile droite qui défendait ouvertement la bourgeoisie, tous les partis de la Deuxième Internationale ont vu naître une autre forme de l'opportunisme. Le mouvement centriste, représenté par Trotsky, Martov. Les centristes étaient pour laisser ces opportunistes ouverts dans le parti. Ainsi, l'alliance avec la bourgeoisie était préservée. Lénine pensait que les centristes étaient 100 fois plus nuisibles et plus dangereux pour le mouvement ouvrier que les opportunistes ouverts, puisqu'ils cachaient leur trahison vis-à-vis des ouvriers par les phrases gauchistes. Trotsky a avancé le slogan « Ni victoire, ni défaite », ce qui voulait dire la sauvegarde du tsarisme. Ce slogan était ouvertement chauvin, signifiant dans les faits la défense du gouvernement tsariste et du régime tsariste. Кто стоит за лозунг «Ни побед, ни поражений», писал Ленин, тот сознательный или бессознательный шовинист, тот в лучшем случае примирительный мелкий буржуа, но во всяком случае враг пролетарской политики, сторонник теперешних правительств, теперешних господствующих классов. Celui qui est pour le slogan « Ni victoire, ni défaite », écrivait Lénine, est un chauviniste, qu'il en soit conscient ou non. Il est, dans le meilleur des cas, un petit bourgeois réconciliant, mais dans tous les cas, l'ennemi de la politique prolétarienne, le partisan des gouvernements actuels, des classes dominantes actuelles. Только партия большевиков разработала последовательную революционную марксистскую платформу по вопросам войны и мира и героически боролась за претворение ее в жизнь. В итоге 6 депутатов, вся фракция большевиков в полном составе отправилась в Сибирь. Против войны выступила болгарская рабочая социал-демократическая партия «Тесняки» во главе с Димитром Балгоевым, Георгием Димитровым, Василом Каларовым, а также сербская социал-демократическая партия. В Германии против империалистической войны выступали Карл Липкнехт, Роза Люксембург, Клара Цеткин и Франц Мельн. Карл Липкнехт, единственный из депутатов Рейхстага, голосовал против военных кандидатов. Il n'y a que le parti bolchevique qui a élaboré une plateforme dans une logique marxiste révolutionnaire sur les questions de la guerre et de la paix, et a lutté héroïquement pour sa mise en œuvre. Le résultat, 6 députés, c'est-à-dire toute la fraction bolchevique dans sa totalité, a été renvoyée en exil en Sibérie. Se sont prononcés contre la guerre le Parti social-démocrate ouvrier de la Bulgarie, dirigé par Dimitri Blagoyev, Georgi Dimitrov et Vassili Kolarov, ainsi que le Parti social-démocrate serbe. En Allemagne, c'était Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin et Franz Mehring qui se sont prononcés contre la guerre impérialiste. Karl Liebknecht était le seul de tous les députés de la Reichstag à voter contre les crédits militaires. За политическую войну и тем самым за империализм или против империалистической войны и тем самым за революцию. Таково было размежевание между партиями в тот период. Подавляющее большинство социал-демократических партий второго интернационала было за войну, на поддержку своего правительства с победой над чужими народами. Партия большевиков пошла против течения, звала к борьбе против войны, прекращение войны не политической, а гражданской, войну против своего правительства, против буржуазии и помещиков. И море оппортунизма, затопившее международное рабочее движение, Ленин, партия большевиков высоко подняли знамя марксизма, знамя интернационализма и показали образец верности международной пролетарской солидарности.
La ligne de démarcation entre les partis à cette période-là était pour ou contre la guerre impérialiste, c'est-à-dire pour ou contre l'impérialisme, pour ou contre les révolutions. La majorité écrasante des partis sociaux-démocrates de la Deuxième Internationale était pour la guerre, pour le soutien de leur gouvernement, pour la victoire sur les autres peuples. Le parti bolchevique est allé contre le courant, a appelé à la lutte contre la guerre, à la transformation de la guerre impérialiste dans la guerre civile, dans la guerre contre son propre gouvernement, contre la bourgeoisie et les gros propriétaires terriens. Dans cette marée de l'opportunisme qui a noyé le mouvement ouvrier international, Lénine, le parti bolchevique ont levé haut le drapeau du marxisme, le drapeau de l'internationalisme, et ont montré l'exemple de la fidélité à la solidarité prolétarienne internationale. Книги «Детская болезнь белизны в коммунизме», а вопрос, в борьбе с какими врагами внутри рабочего движения закалился большевизм, Ленин отвечает: во-первых, и главным образом в борьбе против оппортунизма, который в 2014 году окончательно перерос в социал-шовинизм, окончательно перешел на ту сторону буржуазии против пролетариата. Это был, естественно, главный враг большевизма внутри рабочего движения. Этот враг и остается главным в международном масштабе. Dans son livre « Maladie infantile du gauchisme dans le communisme », Lénine répond à la question « Dans la lutte avec quels ennemis à l'intérieur du mouvement ouvrier a grandi, s'est fortifié et s'est forgé le bolchevisme ?» Avant tout, et principalement dans la lutte contre l'opportunisme, qui en 1914 s'est transformé définitivement en social-chauvinisme et est passé définitivement du côté de la bourgeoisie, contre le prolétariat. C'était naturellement l'ennemi principal du bolchevisme à l'intérieur du mouvement ouvrier. Cet ennemi reste l'ennemi principal au niveau international. Это ленинское суждение об оппортунизме как главном враге рабочего движения не только сохранило свою актуальность, но стало сегодня еще важнее, потому как современная буржуазия превратила оппортунизм из простого соглашательства в свое управляемое оружие, перерастающее в открытое ренегатство и ревизионизм в теории. Обязательность и непримиримость борьбы с оппортунизмом задаются ленинским высказыванием. Опаснее всего в этом отношении люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая лживая фраза. Ce jugement léniniste de l'opportunisme comme ennemi principal du mouvement ouvrier a non seulement préservé son actualité, mais est devenu aujourd'hui encore plus important, puisque la bourgeoisie moderne a transformé l'opportunisme d'un simple accord ou réconciliation en une arme dirigée par elle, qui est en train de se transformer en renégat ouvert et le révisionnisme de la théorie. Le caractère obligatoire et inconciliable de la lutte contre l'opportunisme est souligné dans la citation suivante. Les gens les plus dangereux sont ceux qui ne veulent pas comprendre que la lutte contre l'impérialisme, s'il n'est pas lié étroitement avec la lutte contre l'opportunisme, est une phrase creuse et menteuse. Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Мне кажется, мне времени мало осталось, поэтому я сокращаю тут два абзаца. Давайте я дочитаю просто все. Хорошо, давайте. C'est pourquoi je vais finir simplement directement en français. C'est pourquoi le PCER porte l'attention toute particulière à la lutte contre le révisionnisme, l'opportunisme, aussi bien en dehors qu'à l'intérieur du parti, considérant que ceci est la condition importante de la victoire dans la lutte des classes, dans la formation de la conscience de classe des ouvriers, dans la création de syndicats de classe et autres organisations de masse des travailleurs, capables dans les conditions révolutionnaires de se transformer dans les soviets. Dans notre activité, nous partons du postulat que le bolchevisme existe comme une pensée politique et comme parti politique depuis 1903. Toute l'histoire du parti léniniste est l'histoire de la lutte contre les courants d'idées qui sont hostiles aux intérêts de la classe ouvrière, contre le populisme et l'économisme, contre l'opportunisme dans le sens large du terme, contre ceux qui étaient contre toute forme de lutte légale et ceux qui voulaient liquider le parti révolutionnaire en le remplaçant par le parti réformiste, contre le gauchisme, contre le trotskisme et autres manifestations nombreuses de l'influence de l'idéologie bourgeoise sur le mouvement ouvrier. Le mouvement communiste actuel, après la contre-révolution qui a eu lieu en URSS, a passé par un stade difficile
de l'affaiblissement profond, idéologique et organisationnel. Mais les partis communistes ouvriers ne sont pas vaincus et continuent de lutter. La preuve en sont les rencontres organisées par le Parti de travail de la Corée en 93, par les PCER en 97 à Leningrad, les rencontres annuelles organisées par les partis communistes grecs en 98 et les séminaires annuels des partis communistes ouvriers organisés par le Parti du travail belge. Cette année a eu lieu la 15e rencontre en Portugal et le 22e séminaire à Bruxelles. Le temps est passé et le mouvement communiste a repris dessus, a pris les formes concrètes localement et les lignes de démarcation se sont imposées. Il existe une partie qui s'est adaptée aux réalités nouvelles, dans la continuité des idées de Gorbatchev, en prenant résolument le cap de, soi-disant, l'opposition civilisée, notamment principalement la gauche européenne. De l'autre côté, se sont formés d'autres partis qui sont sur les positions marxistes-léninistes orthodoxes. L'apparition de ces tendances et la formation des groupes idéologiques contribuent à accroître les tensions entre eux. Les soi-disant partis de l'opposition civilisée essayent d'imposer leur rôle dirigeant. Ainsi, lors des rencontres à Lisbonne cette année, une lutte acharnée s'est déployée sur le texte du document final entre les partis de l'orientation gauche européenne et ceux suivant la ligne marxiste. Le Parti communiste portugais et les partis proches ont même essayé de revoir la légitimité de la décision de la 13e rencontre d'Athènes sur l'introduction dans le groupe de travail du PCER. Même les partis... Même les partis orthodoxes montrent leur faiblesse. Ainsi, le Parti du travail de la Belgique, organisateur des séminaires internationaux des partis communistes ouvriers, après la mort de Ludo Martins, est de plus en plus préoccupé. Comment ne pas attiser les tensions? Et il s'est doté d'un rôle de pacificateur, entre guillemets, en mettant les conditions aux participants du séminaire de ne pas donner les noms, ni nommer concrètement les partis qui sont sur les positions du révisionnisme et de l'opportunisme. Les traits caractéristiques de l'opportunisme actuel dans le mouvement communiste est le choix de la théorie du socialisme de marché dans l'économie et la reconnaissance des parlements comme forme du pouvoir du peuple dans la politique. Nombreux sont les partis communistes européens qui voient comme la tâche principale pour leur parti l'élection de leurs dirigeants dans le Parlement européen et dans le Parlement de leur gouvernement. Les dirigeants de ces partis participent aux élections présidentielles. Les dirigeants des partis moldaves et chypriotes ont été élus présidents. Mais une fois devenus présidents, ils ont adopté une politique bourgeoise et n'ont rien gagné, si ce n'est la baisse de l'autorité du Parti communiste et errance dans la théorie. La stratégie de la victoire de ces partis opportunistes se limite aux promesses aux travailleurs du succès par le biais des élections. Ils appellent à limiter la lutte à la lutte pour les élections honnêtes. Ces partis, puisqu'ils se limitent à la voie parlementaire, reçoivent de bons financements du budget de l'État. Ainsi, en Russie, le financement des partis parlementaires a été augmenté 100 fois en 10 ans depuis 2003. Ça serait bien si le salaire des travailleurs pouvait être augmenté dans les mêmes proportions. Ces partis ne reconnaissent pas, ou reconnaissent en parole seulement, d'autres formes de la lutte de classe. Or, ces formes parlementaires. En Russie, le rôle du continuateur de la ligne gorbatchevienne opportuniste, de notre point de vue, est repris par le Parti communiste de la Fédération de Russie, KPRF, dirigé par Zyuganov. Les traits caractéristiques sont le postulat que la limite révolutionnaire est épuisée, le refus de la dictature du prolétariat, le refus du slogan « prolétaires de tous les pays, unissez-vous », la reconnaissance du parlementarisme comme pouvoir du peuple, inaction dans les faits pour orienter et organiser le mouvement ouvrier, adoration du modèle du socialisme du marché, le soutien de l'Église orthodoxe et la reconnaissance de son rôle positif dans la moralité de la société. Ce parti fait partie intégrante du système capitaliste, sous la forme de l'opposition parlementaire. Le Parti communiste de la Fédération de la Russie mise sur la victoire dans les élections honnêtes, avec une thèse du gouvernement centre-gauche de la confiance populaire.
Un rôle particulier dans la propagande de la théorie du socialisme du marché appartient aujourd'hui au Parti communiste chinois, qui implante les éléments capitalistes non seulement dans l'économie du pays, mais également dans le système politique. Le communisme pour la Chine se transforme de plus en plus dans le produit de la consommation interne, pour diriger via la propagande les masses des travailleurs. Malgré tous les succès de l'économie chinoise et les fondements théoriques de cette ligne, en Russie par exemple de la part du KPRF, par les renvois sur la NEP de Lénine, nous devons noter la différence de taille. Les bolcheviks ont accepté l'accès des éléments capitalistes dans l'économie en le nommant comme un recul et en reconnaissant tout le danger de celui-ci. Nous entrons dans une bataille dangereuse, à la vie ou à la mort, dans le domaine idéologique, disait Lénine, concernant la NEP. Les bolcheviks ont utilisé la NEP pour renforcer le secteur d'État, le début centralisé de la gestion et de l'économie planifiée. Les camarades chinois ont emprunté le chemin inverse. En même temps, ils considèrent qu'ils avancent et non qu'ils reculent. Ils apportent même les changements dans les statuts du parti et dans les lois du pays, en reconnaissant les businessmen comme leur base sociale nouvelle, égale aux travailleurs. En réalité, nous voyons la réalisation du rêve de Gorbatchev avancer dans le capitalisme sous le drapeau rouge. Les camarades chinois nous ont cité à maintes reprises la sagesse de Deng Xiaoping et son expression. Quelle est la différence de quelle couleur est le chat pour vous qui attrape les souris? Aujourd'hui, il est temps de répondre aux camarades chinois dans le même esprit. Quelle est la différence pour les souris? De quelle couleur sera le chat, celui qui les mangera? Les travailleurs chinois subissent de plein fouet l'exploitation au plus haut degré. En témoigne leur présence de plus en plus grandissante sur les travaux les plus pénibles en Russie, entre autres, et leur soumission de plus en plus croissante aux éléments capitalistes, ainsi que la quasi-absence de la possibilité de lutter contre le capitalisme. En même temps, le capitalisme chinois joue un rôle de plus en plus actif sur l'arène mondiale, d'une part en tant que partenaire d'affaires et concurrent de l'impérialisme américain, et de l'autre part en s'implantant activement dans l'économie d'autres pays et en participant au renforcement de l'exploitation des travailleurs. Par exemple, les compagnies chinoises participent à la privatisation des ports maritimes grecs, contre quoi luttent activement le KKE et les travailleurs grecs. Au Kazakhstan, les manifestants des compagnies pétrolières à Janaozen en 2011 ont été fusillés par les forces de police sur les bases pétrolières appartenant au capital chinois. Cela nous fait de la peine à en parler, mais nous voyons comment le danger se réalise pour les camarades chinois de revivre la triste expérience du PECUS de Gorbatchev. Une question se pose. Pourquoi la lutte avec l'opportunisme est si complexe, alors que sur le plan théorique, tout est clair et tout nous avait déjà été expliqué par les classiques du marxisme? Eh bien, parce que l'opportunisme n'est pas une trahison ouverte, directe. Les opportunistes ne se prononcent pas contre le communisme, ni contre Marx ni Lénine. Au contraire, ils agissent en leur nom. Lénine soulignait que l'opportuniste ne trahit pas, n'abandonne pas le parti et pense lui-même qu'il est son fidèle serviteur. Tout son malheur est que, sous la pression des circonstances et de l'avantage immédiat, il sacrifie les principaux intérêts du mouvement. Lénine soulignait que la bourgeoisie soutient toujours le parti opportuniste qui, de par son nom et sa phraséologie, se rapproche le plus au vrai parti révolutionnaire. En même temps, la bourgeoisie n'admet pas le déplacement jusqu'au bout, à droite, parce que dans ce cas-là, il se place, à sa place peut apparaître une vraie organisation dangereuse pour la bourgeoisie. Aujourd'hui, cette méthode est aiguisée à la perfection. Le président de la Russie, Poutine, parlait ainsi sur les perspectives du KPRF de Zyuganov en 1999. Ils ont toutes les chances de devenir un parti moderne, parlementaire, dans le sens européen de ce terme. Si seulement ils se séparaient de leur cafard idéologique. Et plus loin. Soit les communistes changent leur programme, et alors ils deviendront un grand parti de gauche,
je répète, de type européen, soit ils sont incapables de le faire, et alors ils perdront leur base sociale au fur et à mesure de sa diminution naturelle, et progressivement partiront de la scène politique. À la question du journaliste, je ne crois pas qu'eux-mêmes, les communistes, ils sont de cet avis. Poutine a continué. Les leaders le comprennent fort bien, même si cela va vous paraître inattendu. Et ils se préparent, à mon avis, à des transformations profondes. Ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Ils ont peur que leur électorat le prenne pour une trahison. Alors qu'il est assez important de ne pas laisser passer le moment. Quand, dans quelle mesure et jusqu'au bout faut-il changer? Ainsi, nous avons affaire à un objectif fixé par le président bourgeois vis-à-vis du parti qui se prétend s'appeler communiste. Bien sûr, ce phénomène n'est pas seulement typiquement russe. Le projet de la gauche européenne a pour objectif, pour parler court, de faire repousser les communistes du côté gauche du champ politique. On nous reproche souvent que notre attention se porte trop sur la critique de l'opportunisme en tant que phénomène, qu'il soit international ou national. On nous conseille d'orienter cette énergie pour démasquer l'impérialisme dans son ensemble. Le plus souvent, les opportunistes, aussi bien du passé que les opportunistes actuels, nous proposent de s'abstenir de la critique au nom de l'unité des rangs communistes. C'est ainsi qu'ils ont défendu Gorbatchev, en appelant d'orienter l'arme de la critique contre Yeltsin. Aujourd'hui, ils défendent Zyuganov et le KPRF en disant que c'est Poutine qu'il faut critiquer. Soi-disant, nous avons tous un seul drapeau rouge. Nous sommes tous communistes et tous pour le socialisme. Lénine s'est exprimé sur le sujet de l'unité déjà en 1914 et d'une façon très complète dans son article « Unité ». Unité est une grande affaire et un grand slogan, mais la cause ouvrière a besoin d'une unité des marxistes et non de l'unité des marxistes avec les adversaires et les pervers du marxisme. Lénine était très dur et ferme vis-à-vis des pervers du marxisme. Soit c'est la dictature, c'est-à-dire le pouvoir très fort des propriétaires terriens et des capitalistes, soit c'est la dictature de la classe ouvrière. Il n'y a pas de milieu. Les fils de Barine peuvent en rêver, les intellectuels, les petits messieurs qui ont mal appris leurs leçons, parce qu'ils ont étudié avec les mauvais manuels. Nulle part dans le monde, le milieu n'existe pas et ne peut exister. Soit c'est la dictature de la bourgeoisie, sous couvert des jolies phrases et serres et milcheviques sur le pouvoir du peuple, la législation, les libertés et autres. Soit c'est la dictature du prolétariat. Celui qui a mal appris la leçon d'histoire de l'ensemble du XIXe siècle est un idiot inguérissable. Il est rajouté, il n'y a que les salopards ou les imbéciles qui peuvent penser que le prolétariat doit d'abord obtenir la majorité aux élections, qui ont lieu sous la pression de la bourgeoisie, sous la pression de l'esclavage au travail, et après il doit conquérir le pouvoir. Ceci est le summum de la bêtise, ou du mensonge. Ceci est substituer la lutte des classes et la révolution par le vote, tout en gardant l'ancien régime et l'ancien pouvoir. Lénine ne se sentait nullement gêné par le fait de nommer personnellement des politiciens, mais aussi les partis qu'il dirigeait. Le grand malheur et le danger pour l'Europe est le fait qu'il n'existe pas de parti révolutionnaire. Il existe des partis des traîtres, comme Scheidemann, Rododel, Anderson, Webb et compagnie, ou les valets de la bourgeoisie, du type Kautsky. Il n'y a pas de parti révolutionnaire. Lénine écrivait en 1920 que le bolchevisme n'aurait pas vaincu la bourgeoisie en 1917-1919 si au préalable, il n'aurait pas appris en 1903-1917 vaincre et chasser sans pitié du parti de l'avant-garde prolétarien les mencheviks, c'est-à-dire les opportunistes, les réformistes, les socio-chauvinistes. Compte tenu de ce qui a été exposé auparavant, ainsi que des indications de Lénine, il existe des moments qui nous obligent de poser la question directement, sans équivoque, et nommer les choses par leur vrai nom. Cela menace pour le parti et pour la révolution de subir un mal incorrigible. Nous reconnaissons la situation actuelle comme extrêmement grave et notons le fait que nous sommes malheureusement
les adversaires idéologiques contre un certain nombre de partis qui s'appellent communistes. Examiner ces problèmes devient une affaire qu'il faut résoudre sans délai. Lénine exigeait, après la grande révolution socialiste d'octobre, une démarcation décisive et sans détour avec l'opportunisme de la Deuxième Internationale. Il a porté l'initiative de créer la Troisième Internationale communiste. Sous sa direction ont été élaborés les principes théoriques et les mesures organisationnelles de séparation avec l'opportunisme, connus sous le nom des conditions d'admission au Comintern. J'attire votre attention précisément sur la séparation organisationnelle, c'est-à-dire que Lénine, tout aussi persévérant et patient qu'il était, quand il s'agissait des discussions théoriques et le travail d'explication, il considérait en même temps qu'il existe des limites à ne pas dépasser, au-delà desquelles il fallait prendre des mesures organisationnelles décisives. Aujourd'hui, l'internationale communiste n'existe pas encore, mais nous pensons qu'une telle nécessité est mûre. Mais pour cela, il faut introduire les frontières strictes de la participation de partis réellement marxistes, communistes, qui sont clairement sur les positions de la lutte de classe. Pour ce faire, nous proposons d'élaborer les critères stricts de l'admission. Pour nous aider dans ce travail, il est utile de se rappeler les critères léninistes d'admission au Comintern. Lénine notait en 1919 que beaucoup d'opportunistes sont attirés vers le Comintern par l'effet de mode, ou pour faire comme tout le monde. Aujourd'hui encore, il en existe des tas de ces partis dits de gauche ou gauchisants, communistes uniquement d'après leur nom. Tous ces phénomènes, nous pouvons les observer aujourd'hui. Nous ne devons pas suivre mécaniquement les conditions de 1919, mais en élaborant la stratégie et la tactique aujourd'hui, nous ne pouvons nous passer de l'expérience léniniste. Pour sentir à quel point les conclusions sont actuelles pour nos conditions, il est suffisant de mentionner les exigences suivantes. Faire démissionner des postes de responsabilité dans le mouvement ouvrier, parti, rédaction, syndicat, fraction parlementaire, coopérative, municipalité, etc., tous les réformistes et les partisans du centre. Obligation de dénoncer non seulement le social-patriotisme primaire, mais aussi le mensonge et les faux fuyants du social-pacifisme. Nécessité de rompre complètement et d'une façon absolue avec le réformisme et la politique du centre et faire la propagande de cette rupture dans les plus larges milieux des militants du parti. Mener obligatoirement une lutte acharnée contre l'internationale d'Amsterdam, des syndicats jaunes, obligation de soutenir par tous les moyens l'union naissante des syndicats rouges qui adhèrent à l'internationale communiste. Obligation de revoir les fractions parlementaires, en extraire les éléments non fiables. Ces conditions doivent être étudiées par chaque communiste. Chaque parti peut en discuter de la façon pour les appliquer à les situations actuelles, aux idées des élections parlementaires honnêtes, à la lutte pour les gouvernements gauche-centristes, de la confiance populaire, etc. Mais il est absolument clair que le premier des principes et le maillon principal du marxisme doit rester sans changement. Il doit être question d'admission au Comintern uniquement avec les partis qui reconnaissent la dictature du prolétariat. Et non seulement qu'ils le reconnaissent en parole, par la bouche, si c'est Lénine, mais qui mènent une propagande active et quotidienne de sa nécessité. Il travaille pour organiser le prolétariat comme classe. Dans ce travail, le PCER est prêt à coopérer avec les partis frères réellement communistes. En conclusion, je voudrais dire qu'au final, la connaissance de la théorie d'avant-garde vaincra. Mais sans l'organisation correcte de la lutte, la victoire ne peut être atteinte. Pour cela, il faut aussi avoir les connaissances, le courage et la volonté de vaincre. Comment et quelle part pouvons-nous et devons-nous faire ensemble? Nous sommes là aujourd'hui pour en parler. Je souhaite à tous les participants de la conférence le succès dans la lutte contre l'impérialisme, le révisionnisme et l'opportunisme, dans l'organisation des forces de la classe ouvrière, pour accomplir la révolution socialiste et instaurer la dictature du prolétariat. Succès à nous tous dans cette lutte. Vive la révolution! Nous remercions le camarade Cherepanov pour son intervention, qui est une intervention qui fait réfléchir
et qui donne les choses. Ce que je vous propose, qui est pour moi, vieux communiste, qui est pour mon épouse, je dirais pas vieille communiste, mais communiste depuis longtemps, sans votre amitié, sans l'URCF, à laquelle nous avons adhéré dès le début, nous ne serions pas ce que nous sommes, des communistes invétérés, ardents, indestructibles. Même quand nous serons morts, nous serons encore là, parce que j'espère que nous serons pour notre famille, pour tout un tas de gens rencontrés, de camarades, un exemple pour qu'ils continuent la lutte pour laquelle nous nous sommes dépensés, pour laquelle tous vous vous dépensez. Merci de votre amitié. C'est quelque chose d'extraordinaire pour nous et nous espérons que nous nous reverrons souvent en cette salle ou dans une autre salle pour poursuivre la lutte en commun. Merci à tous. Comment il s'appelle? Jean Sanitas. Et sa femme? Marcel. Et qui était secrétaire de qui, secrétaire de qui? Secrétaire de plusieurs dirigeants du Parti communiste français. Lesquels? De la grande époque, Jacques Duclos notamment, Maurice Thorez, Jacques Duclos. Ou nous-mêmes